On a quand même fait des cours de littérature française et francophone alors que j'étais très jeune étudiant au département d'anglais. Madame Ba, à travers vous et à travers tous ceux qui sont là assis, je vois en le disant une camarade de promotion à la personne du professeur Fatou Kandji de l'école normale ou de la faculté des sciences et techniques. Ça me rappelle aussi que avec Madame Dieye, nous avons été à l'école normale William Bouty, puis à l'école normale supérieure ici. Je ne vois pas pourquoi les autres devraient être en retard. Et je vous dis, l'ordre n'est pas encore établi, il y en a qui passent toujours entre les rangs et ça fait une sorte de pagaille. Voilà. Bon, ceci étant dit, je voudrais évidemment vous souhaiter la bienvenue comme à l'accoutumée. C'est ça mon travail, je n'en ai pas un autre. Je remercie tous ceux qui sont venus et plus particulièrement ceux qui sont venus à l'heure. On n'a pas plus de choses à régler que je ne vois aucune raison pourquoi il devrait rester ici 30 minutes à nous attendre. Ce n'est pas excusable et il faut que ça, on mette ça dans nos têtes. Il n'y a rien qui justifie. Non, je suis sérieux. Il n'y a rien qui justifie que certains viennent à l'heure et que d'autres restent 30 minutes à les attendre. À faire la morale. Vous commencez à 16h, si les autres viennent. Non, je ne fais pas de la morale, monsieur. On m'a demandé d'attendre. Je commencerai par présenter nos excuses parce qu'effectivement, il faut qu'on prenne l'habitude dans notre pays de prendre les bonnes dispositions pour faire les choses au moment qu'il faut. Évidemment, il faut que cette culture de la ponctualité, qu'on puisse la développer parce que cela relève un peu de ce qu'on appelle la discipline et la rigueur. Quand je regarde les commentateurs de la Coupe du Monde, ils disent nous les Africains, nous manquons de rigueur, nous manquons de discipline, évidemment ça me fend le cœur et j'ai envie de pleurer parce que effectivement nous devons aller dans ce sens-là. Cela étant dit, il nous faut commencer par remercier tout le monde. Nous avions l'habitude de chanter l'hymne national avant de commencer. Je crois qu'il faut on commence par ça. Une minute de prière ensuite, et puis une introduction générale. Ensuite, il y a la présentation de l'ouvrage. Il y a 3 présentateurs. Madame Nina Penda Faye va commencer par faire une présentation de la première partie en insistant sur la première partie sans oublier le reste. Yoradja devrait en faire pour la deuxième partie sans oublier le reste. Et Mamles ferait la même chose pour la troisième partie sans oublier le reste. Donc ça devrait permettre au public un peu d'avoir la quintessence du contenu de l'ouvrage. Après quoi, on va donner la parole à quelques-uns et on va passer à la séance de dédicace. Donc s'il vous plaît, on va se lever pour chanter l'hymne national. Et Cheikh Liam va donner le temps peut-être. Bien. 1, 2, et 3. Laissez-nous Bokora frapper les balafons, le lion rouge a rugi, le l'ordre de la brousse. Le bon s'est élancé, ici par les ténèbres, soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. Fibre de mon cœur, épaule contre épaule, mais plus que frère, Sénégalais debout. Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique, mère. Merci. On va enchaîner. On va enchaîner avec une minute de silence. Prier pour nos martyrs, Mamadou Diop et tous les autres. Prier pour tous ceux qui nous ont quittés, Mohamed Moustapha Top, Doyen Guissé et tous les autres. Et donc prier également pour la paix et la stabilité de notre pays.
Amen. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, j'allais dire chers camarades, parce que je suis à la fois ému et très fier de retrouver aujourd'hui une partie de ce qu'on pourrait appeler le peuple du M23. Le peuple que Malick Ndiaye appelait les obélisquiens, une partie est là. Et c'est heureux qu'on se retrouve aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire du 23 juin. C'est heureux parce que ça montre que l'esprit qui nous a habités pour lutter contre le projet de loi, pour lutter contre le troisième mandat, cet esprit est encore là. Et il faut l'admettre, nous sommes un peuple, c'est vrai, patient, c'est vrai, pacifique, mais nous sommes un peuple digne. Nous savons chaque fois que nous avons besoin nous lever pour dire non à l'arbitraire, non à l'injustice, pour défendre notre pays. Et c'est heureux qu'aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire du 23 juin, qu'on se retrouve. Il est vrai qu'on a le devoir de se remémorer cette date historique qui a conspué un moment important dans le développement de la démocratie. Et ce jour-là, évidemment, les Sénégalais, en hommes dignes, se sont opposés au projet de confiscation de la souveraineté populaire, au projet de dévolution monarchique du pouvoir. Et ensuite, ils ont mené le combat contre le troisième mandat. Et ce combat ne doit pas rester vain. Il y a eu des hommes qui sont battus. Nous penserons toujours à Mamadou Diop, qui est le symbole, le porte-drapeau de tous ces martyrs-là. Un jeune qui, au nom et pour les intérêts du peuple, a pensé qu'il préférait mourir. Et il l'a dit avant sa mort, qu'il était prêt à ce que sa vie, qu'il perde la vie, si c'est ça qui doit servir le Sénégal. Et cet exemple-là doit être médité. Et le courage, l'héroïsme de ce peuple debout doit être commémoré tous les jours. Chaque fois que nous besoin, parce qu'on n'a pas le devoir de l'oublier. Mais surtout, le flambeau doit rester entre nos bras. Nous devons maintenir le flambeau haut parce que nous nous sommes battus pour un Sénégal nouveau. Nous nous sommes battus pour des ruptures. Nous nous sommes battus pour que la page de l'arbitraire, de l'engeance, de l'injustice soit tournée. Et aujourd'hui, nous sommes encore là parce que nous savons que la tâche n'est pas achevée. Parce que nous savons qu'il nous faut remettre le fer à l'ouvrage. Parce que nous savons que le régime en place, évidemment, n'a pas encore opéré les ruptures et qu'il nous faut rester vigilants. Parce que nous avons élu des gens pour un Sénégal nouveau. Et nous devons rester vigilants pour que ce Sénégal-là émerge. Et évidemment, c'est l'occasion, encore une fois, de vous saluer, de vous remercier, de remercier le comité de rédaction, dont Mokhtar Fall était le coordinateur, et Yoro Fall était le maître d'ouvrage. Ce sont des gens qui sont regroupés en dehors du bureau du M23, qui ont pensé que le livre devrait sortir, et qui sont mis à travailler régulièrement dans le bureau de Mokhtar, souvent au siège de Diallo Diop. Et ces gens-là ont dit, attention, si on fait cet ouvrage, les auteurs vont devoir renoncer à leurs droits. Et ça, c'est un signe, évidemment, d'un attachement au M23, mais également du sens du désintéressement et du sens du bien public. Et donc, il faut les saluer et il faut également remercier tous ceux qui n'ont jamais cessé de soutenir le M23 dans son œuvre. La vision a été clairement définie, les missions sont assignées. Nous tenons évidemment à l'assumer de la meilleure des manières. C'est vrai que
avec des hauts et des bas. C'est vrai que nous ne le faisons peut-être pas de la manière la plus satisfaisante, mais nous faisons de mieux que nous pouvons. Et nous sommes certains qu'avec votre appui, avec votre présence, le flambeau restera relevé et nous parviendrons à le faire. Donc voilà ce que je voulais dire en remerciant tout le monde, le bureau du M23, le comité d'action, les auteurs, tous ceux qui sont présents, saluer vraiment la présence des uns et des autres. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. Et donc laisser la parole tout de suite à Nina Penafaï pour la présentation de l'ouvrage. Merci, monsieur. Excusez-moi de lui dire encore monsieur, parce qu'il était mon professeur de philosophie. Ah oui. C'est qu'il était, je le lui dois. De même que Mamles Camara, qui a été mon professeur au CESTI et qui a participé à ma formation. Bonsoir, messieurs. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous. C'est un baptême de feu pour moi et imaginez, c'est paradoxal que de voir une femme de médias avoir le trac de tant de monde quand on a l'habitude de parler à la radio ou de présenter une émission. Devant toutes les personnalités et toutes les autorités que nous avons en face de nous et devant aussi des Sénégalais qui se sont engagés, qui ont décidé qu'il fallait qu'ils se réveillent, on peut le dire ainsi. Il fallait qu'ils se disent que si on a marre, ça suffit. Mais la vraie rupture. Est-ce que nous en sommes encore à ce stade ou pas? C'est une question à laquelle nous allons tenter de répondre. Et je pense qu'également, au lieu de tenter d'y répondre seulement, nous essaierons d'agir et de faire en sorte que cette rupture puisse se faire. Excusez-moi si jamais il y a des dérapages ou s'il y a des erreurs. Donc, il m'a été demandé de présenter la première partie de cet ouvrage intitulé M23, Chronique d'une révolution citoyenne. C'est un livre collectif. L'introduction a été faite par le professeur Hiro Fall et la préface a été écrite par Aline Ting et M. Amadou Soko. Nous avons donc un ouvrage de 272 pages écrit par 23 auteurs. On pourrait se dire pourquoi 23 auteurs le 23 juin? Certains seraient là en train de faire le link entre tout ce qui s'est passé le 23 juin. Peut-être que le comité de rédaction répondra à cette question et je m'en vais tout de suite vous parler un peu de cette première partie principalement. Et nous avons eu cinq auteurs dans cette première partie qui ont essayé chacun de raconter leurs expériences, leur vécu de ce qu'a été le 23 juin. Mais pas seulement le 23 juin, quand on voit le titre, on a l'impression qu'il ne s'agit que de la journée du 23 juin. Mais ça va au-delà du 23 juin, ça parle de tout un processus. Comment ça a démarré? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Et parmi ces auteurs, certains se sont dit qu'il fallait revenir un peu sur l'historique, parce qu'il y a des actes qui ont été posés, des structures ont été mises en place avant que nous n'en arrivions à ce 23 juin, avant que nous n'en arrivions au mouvement du 23 juin ou aux forces vives de la nation, avant que nous n'en arrivions à ce qui s'appelle le Y en a marre aujourd'hui. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et c'est tout un processus. Ça n'a pas été seulement une journée, mais ça a été tout un processus. J'ai l'habitude de rappeler souvent qu'en novembre 2010, au moment où j'étais encore avec le WARC, que je remercie principalement le professeur Ousmane Sen, qui m'a permis de pouvoir suivre une formation sur ce qu'étaient les médias et les conflits. Et à cette époque, nous étions dans la crise de la Côte d'Ivoire, où nous étions entre deux tours, nous ne savions pas ce qui allait se décider, si c'était un gouvernement d'union nationale, où il fallait encore en arriver à ce que nous appelions souvent dans les rédactions le partage du gâteau, le partage du pouvoir. Et je disais à Gorée Institute, dans une rencontre,
que nous sommes en train de parler de la Côte d'Ivoire, nous sommes en train de parler de ce qui se passe dans d'autres pays en Afrique quand il s'agit d'élections, mais au Sénégal, où cette rencontre se tient, nous avons des éléments qui sont en train de composer un cocktail Molotov qui peut exploser à tout le monde. Au moment où j'en parlais, certains se disaient, au Sénégal, ça ne va jamais arriver. Et comme on dit souvent, ce qu'on dit ne pas pouvoir arriver chez nous peut arriver. Et on a vu ce qui s'est passé. Et quand on le disait, on se dit peut-être que certains ont dit, mais on dit, tu as eu raison de dire à ce moment précis, devant beaucoup de spécialistes, devant beaucoup de gens qui se disaient spécialistes des élections, spécialistes des conflits en Afrique, spécialistes des médias, voilà les raisons pour lesquelles nous en arrivons à ce genre de situation. Eh bien, en 2011, le 23 juin, et bien avant, nous avons vu ce qui s'est passé. Et le Sénégal a failli vivre ce que les autres ont vécu. Heureusement que nous avons en face de nous des Sénégalais, même si en majorité, les gens ont l'habitude de dire que le Sénégal est composé en majorité d'analphabètes. Oh que non, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Et le paysan qui est à Fongolembi sait ce qu'il veut et connaît ses intérêts, et il sait au moment où il doit dire non, et c'est ce qui s'est passé. C'est tout un peuple qui s'est levé pour dire non. Donc ces 23 auteurs n'ont fait que porter la parole de tout un peuple, de toute une population. Et quand on dit une population, bien entendu, nous incluons la 6e partie du continent que nous appelons la diaspora. Donc nous avons 5 auteurs, donc, comme je disais tout à l'heure, Jean-Charles Tal, Jansir Diallo et Seynabou Zaina Okior Diouf, beau prénom, elle nous dira pourquoi le Okior, et l'ingénieur Abdou Samad Mbake et le docteur Diallo Diop. Nous avons commencé déjà par voir un peu ce que Jean-Charles Tal a intitulé dans son texte, ou on peut l'appeler une chronique, ou juste un coup de gueule, mais il revient un peu sur les anecdotes sur la lutte, donc ce qu'il appelle le livret personnel est absolument subjectif. Mais on peut être d'accord avec lui qu'il parle de subjectivité parce que chacun de nous peut raconter son histoire, peut raconter sa journée du 23 juin. Et si chacun de nous prenait sa plume pour raconter sa journée du 23 juin, mais il y aurait des choses qui allaient se regrouper, comme ça s'est vu dans l'ouvrage. Donc, Jean-Charles Tal nous parle d'événements douloureux, et ce qui est surprenant, c'est qu'il a un style d'écriture qui fait en sorte qu'on peut nous rappeler de ces choses sans pour autant pleurer pour ceux qui ont versé beaucoup de larmes et qui se sont vus peut-être choqués, qui ont été blessés, et pour ceux qui ont perdu la vie. Il le raconte comme un psychologue parce qu'avec c'est des mots doux pour un architecte quand même ça a été vraiment une belle prouesse que de pouvoir nous raconter cette journée du 23 juin avec ces mots. Donc je disais tantôt des mots doux qui sont utilisés pour raconter une journée de révolution et de douleur, une journée de tous les dangers. Jean-Charles Tal, l'architecte de métier depuis 30 ans, qui dit être un citoyen non partisan. On pourrait bien également parler de cette position de citoyen non partisan, dans la mesure où, à un certain moment donné, il s'est engagé. Donc, dans son texte, il raconte un peu de petites histoires, c'est des anecdotes, des histoires de Sénégalais qui ne se sont même pas rendus compte qu'ils ont été des héros, qu'ils ont posé des actes héroïques. Et dans son livret, Jean-Charles Tal perd à un moment donné de l'histoire la notion du temps. Et c'est normal qu'il perde la notion du temps, parce que ce n'était pas du tout évident d'être en face de force de l'ordre, et devant respirer la fumée des grenades lacrymogènes. Peut-être qu'on était en face d'hommes armés avec des balles à blanc ou même des balles réelles, comme on a vécu le 23 juin. Donc, dire que ce n'était pas du tout facile quand on a fait face à tout cela. Et je vais me permettre un peu de revenir à un passage du texte de Jean-Charles Tal, à la page 28. Alors, donc, il raconte un peu dans l'après-midi, un peu plus tard dans l'après-midi,
Après les provocations des nervis du PDS, la tension est montée très vite. Bousculade au niveau des barrières, elle cède rapidement et la foule se rue vers l'entrée de l'Assemblée. Dans ce repli précipité, un jeune policier tombe à côté de moi. J'ai le réflexe de l'attraper par la ceinture juste et de le relever avant qu'il ne se fasse piétiner. Je lui donne un coup dans le dos. File rejoindre tes gars, dit-il. Il ne me donne pas l'occasion de le répéter et file à toute vitesse après m'avoir gratifié d'un merci grand, pathétique. J'ai lu dans ses yeux une très grande peur. Tout cela pour préparer une succession dont personne ne voulait. Et dire que nous avions en face de nous des jeunes, comme il le raconte, des jeunes Sénégalais, pour certains qui n'avaient même pas 20 ans, parce que j'en ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai grandi au front de terre, fils de gendarme, qui est à la police, qui venait d'arriver de Dakar-Bango, qui ne savait même pas peut-être certaines choses, qui n'avait pas l'expérience qui aurait pu lui permettre de pouvoir être ce jour-là devant l'Assemblée nationale. C'est quand même une partie de ce texte qui rappelle peut-être à beaucoup d'entre nous comment on a pu à un moment donné se dire qu'il y a des fils de ce pays qui étaient au bord de ce qu'on peut appeler l'implosion, qui ont failli s'entretuer. Heureusement que ce n'est pas arrivé, parce que durant cette journée également, il y a eu des actes qui ont été posés, qui font en sorte qu'on peut comprendre que certains se disent qu'au-delà du fait que je sois gendarme, au-delà du fait que je sois journaliste, je suis patriote, je suis citoyen sénégalais et je dois me comporter de cette façon et faire en sorte que nous puissions tous gagner de tout cela. On pourrait encore développer et parler de beaucoup de choses concernant le texte de Jean-Charles Tall, mais Djansib Diallo et Seynabou Diouf ont également parlé un peu de cette journée du 23 juin en revenant sur ce qu'on a vécu le 27 juin, les émeutes. Et ils l'ont intitulé « Au matin du 23 juin 2011 » en s'exclamant. Ils ont un peu parlé de ce qu'ils ont vécu en parlant de leur stratégie de tâter le pouls de la population, de savoir ce qui se passait, de voir comment les événements évoluaient et comment les Sénégalais le visaient, en empruntant les transports en commun et principalement les lignes AFTU 39, c'est bien ça, 24 et 36. Et ça leur a permis un peu de nous raconter à leur manière comment les choses se sont passées le 23 juin. Ils sont un peu revenus sur la journée du 27, mais en racontant la journée du 23 juin, ce qui marque, c'est qu'ils se sont un peu appesantis, ou sinon même beaucoup plus, en nous parlant de cette rencontre qu'il y a eu. Lors de ces rassemblements à la place de l'Obélisque, devant l'Assemblée nationale, à Guédiawaye, des citoyens sénégalais, des amis d'enfance, des gens qui ont eu un parcours commun se sont retrouvés. Donc c'était des moments de retrouvailles. Ils ont beaucoup parlé de cela dans leur texte, très dense, très riche, qui n'est pas long et qui quand même nous donne la quintessence de ce qu'a été pour eux la journée du 23 juin. Également les émeutes du 27 juin, où on a parlé d'émeutes de l'électricité qu'on n'a pas vu venir, mais il faut que également certains, comme nous on le disait, que peut-être pour punir les Sénégalais, le gouvernement avait décidé, et peut-être les autorités de l'énergie, de la Sénélec avaient décidé de punir à leur manière les Sénégalais qui se sont levés le 23 juin pour dire non à un troisième mandat. Ne touche pas à ma constitution. Et donc, élément pour élément, on peut dire que ça a été un processus également que de voir le 27 des émeutes de l'électricité. Nous en arrivons au texte du professeur Elash Mignon, qui raconte également son histoire
Et dans son texte, comme il est spécialiste et médecin, radiologue, qui nous parle un peu de cette journée du 23 juin et de tout ce qui s'est passé entre 2011 et 2012, en se focalisant sur tous ces gens qui ont été blessés. Il a eu à nous montrer des images, à sortir dans le livre, comme vous le verrez, des images de personnes qui ont été blessées, des gens qui ont reçu des balles au genou, donc en imagerie médicale, des radios qu'on nous montre dans l'ouvrage. Mais au-delà de ça, ce qui est très marquant, je ne vais pas trop détailler parce que sinon certains ne vont pas acheter le livre, mais ce qui marque, et c'est quand même un passage qu'il faut retenir, c'est qu'il revient un peu sur toutes ces victimes dont on a parlé tout à l'heure, pas seulement Mamadou Diop, mais des autres. Et c'est dans une interview qu'il a accordée au quotidien, une façon pour lui également de rendre hommage aux médias, aux journalistes. Il le dit, donc, mais naturellement je pense qu'à Mamadou Diop, lâchement écrasé par un camion dragon à la place de l'Obélisque, Mamadou Sy bastonné à mort, Bananja est tué par balle à Podor le 30 janvier, Maradjal, apprenti tailleur, tué le 17 février par une grenade lacrymogène touchée à la tête. Elhaj Thiamgueye, tué à Rufisque le 17 février par balle. Mamadou Ndiaye, tué à Keur-Maïfal le 18 février. Maodo Malikoui, âgé de 7 ans, sacrifié dans les cimetières de Soumbédioune. Donc, quand on parle de victimes, il n'y a pas que Mamadou Diop, et certains, on pense ou parle plus de lui, mais il y a eu d'autres victimes. Et il continue en disant, je ne peux oublier les immolés par le feu, les offrandes, les violés, les blessés physiques et psychologiques, les jetés à la mer, les noyés dans les embarcations de fortune, tous les Sénégalais blessés dans leur âme par la profanation des lieux de culte musulmans et chrétiens. Donc, au-delà du M23, au-delà de la journée du 23 juin, dans ce livre, on peut voir que c'est toute une analyse de ce que nous pouvons appeler la gouvernance dans notre pays. Qu'est-ce que nous voulons dans ce Sénégal? Et il a pu, à sa façon, rendre hommage aux médias et également rendre hommage à toutes ces victimes. Nous avons eu le passage et le texte de Abdou Samad Mbacké, donc intitulé Souvenir indélébile d'une journée de foi et de patriotisme. Et en dehors de ça, donc Abdou Samad Mbacké nous parle un peu du fait qu'il a été le traducteur de la déclaration, donc de la résolution des leaders du M23 en arabe. Mais au-delà de ça, en guide religieux et en homme de foi, leader également d'un parti politique, il a accompagné et il a pu donc escorter la dépouille de Mamadou Diop pour son inhumation. Nous avons enfin dans cette première partie la présentation et le texte du docteur Diallo Diop, Sens et portée historique d'une journée mémorable. Et je ne vais pas beaucoup en parler, mais je vous demanderai d'acheter le livre s'il est à vendre. De l'acheter parce que c'est un texte qui nous en dit beaucoup. Et s'il y a des choses extraordinaires qui sont racontées, et on a à boire et à manger, comme je dis, quand des choses croustillantes sont dites, mais également, il nous parle un peu de l'histoire, de ce qui s'est passé depuis que nous avons connu ce que nous pouvons appeler les indépendances, mais bien avant cela, qu'au Sénégal, il y a toujours eu des révolutions. Au Sénégal, il y a toujours eu des gens qui ont su dire non. Qu'au Sénégal, il y a eu des gens qui ont toujours dit qu'il fallait qu'il y ait une rupture et que ça change. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parlant de cette histoire et en revenant sur la journée du 23 juin, au-delà de ça, qu'il termine par la conclusion en revenant sur une phrase de Feu Madiba, de Mandela, en disant « Une minute peut changer le monde ». Et au Sénégal, à un moment donné, nous nous sommes dit, quand on a vécu le 23 juin, que les choses allaient changer. Est-ce que les choses ont réellement changé? Voilà.
Merci Nina. Je crois que tu as mis l'eau à la bouche des uns et des autres. Ils vont avoir davantage envie de lire et de faire lire l'ouvrage. Il se trouve que Yorodia n'est pas là. Nous allons laisser donc M. Mamles Camara nous parler et de la deuxième et de la troisième partie. Ok, oui, il a les capacités. J'étais très content que Lina ait relevé que nous avons aidé successivement ce professeur. Il y a eu 23 auteurs pour le 23 juin. Symbolique pour symbolique, symbole et moi, nous sommes de la même promotion du département de philo. Et je te jure qu'on n'a jamais comploté pour être ton prof. Bien. Si j'avais à raconter l'histoire du 23 juin à ma fille, je lui dirais que oui, ce jour-là, l'Assemblée nationale, saisie par le président de l'Assemblée de la République, allait voter très probablement. Comme à son habitude, les lois les plus incroyables, elle avait déjà fait avec la loi Ezzan. Il n'y avait pas de raison qu'elle ne le fasse pas une deuxième fois. Et il y avait d'autres lois également laissées à penser que quelque part l'Assemblée nationale était devenue autre chose qu'une représentation nationale. Et je lui dirais que le président voulait, pour la moitié de voix nécessaires pour un mandat, avoir 2 mandats, un pour lui et un pour son vice-président. C'était vraiment un wahalé incroyable qu'il avait établi. 4 pour le prix d'un seul. Et que les députés, donc, allaient comme d'habitude faire ce qu'ils avaient toujours fait, obéir. Et que quelque chose dont on avait beaucoup discuté, vous vous rappelez, les débats sur la société civile, qu'est-ce que c'est, ça existe, ça n'existe pas, de quoi brouille cette chose-là. Pour une fois, la société civile a fait en sorte que Sa Majesté, le peuple, se soit levé en chair et en os. Et que l'expression en dernière instance ait été incarnée cette fois-là. Parce qu'en dernière instance, le détenteur du pouvoir, c'est le peuple. C'est la seule majesté qui vaille, même si certains avaient voulu lui confisquer ça. Je dirais, et puis voilà, à l'intérieur des députés, affolés par cette mobilisation, on dit, c'est bien de servir le roi, mais je préfère encore garder ma vie sauve. On a entendu des députés dire, je ne vais pas voter cette loi parce que si je la vote, si je sors, on me tue. Donc, il y a eu cette sorte d'émergence de quelque chose dont on avait beaucoup discuté sans lui donner ni une figure, ni une forme. Et voilà que cela agit. Et cela a marché. Et la deuxième partie de la loi a été retirée, bien entendu. Parce que le président a perdu tout ce dont il disposait comme représentant au sein de l'Assemblée nationale. Ils sont sortis, ils ont dit, nous ne votons pas. Autant ceux qui s'apprêtaient à voter que ceux qui s'apprêtaient à résister. Et le 23 juin a été cette sorte de confrontation directe. Quelqu'un a parlé de démocratie directe, d'un peuple qui dit à ses représentants, rendez-moi mes mandats, je vais moi-même dire et faire ce que je peux dire et ce que je veux faire. Et c'est ça qui s'est passé quand les députés ont été dessaisis de mandats au nom desquels ils légiféraient pour l'ensemble de la population. Et la deuxième partie de ce livre, c'est un peu expliquer si ce 23 juin était un moment magique, une sorte de regroupement spontané de gens qui, en entendant les choses à la radio, se sont précipités là-bas, ou bien alors si cela a été fabriqué. Et véritablement, cette deuxième partie, c'est le making of du 23 juin. Comment cela s'est préparé? La partie écrite par Mamadou Mbodj et Alain explique comment le casque de comité
d'action, le comité de cadre d'action de la société civile, bien avant que Wade n'ait déposé son projet de loi, avait senti qu'il fallait commencer à organiser une sorte de résistance. Contre quoi? Pas nécessairement contre cela, d'autant plus que cette loi n'était pas connue, mais les gens avaient senti que le pouvoir avait basculé des représentants du peuple à la présidence de la République et que cela, en littérature simple, ça s'appelle une dictature. Il fallait donc commencer à s'organiser pour résister. Et puisque le bon Dieu est aussi historien, et quand il veut fabriquer l'histoire, il distribue les rôles, il distribue les raisons d'agir. Et Abdoulaye Wade, pendant cette dernière période, avait multiplié les défis à l'endroit du peuple, avait véritablement monté les gens contre lui. On n'a pas dans le livre beaucoup parlé de ce qui s'est passé dans les rédactions. Mais je vous jure, si vous aviez fait le tour des rédactions, vous auriez trouvé les points de résistance les plus irréductibles. Il avait une mauvaise part. Évidemment, Wade avait décidé que nous tous, n'est-ce pas, Penda, qui sommes journalistes, vous avez qualifié du très joli qualificatif de primérien, que nous avons à peine fait des études primaires et que donc il n'avait pas la presse qu'il méritait. Bon, mais en tout cas, dans les rédactions, il y avait une sorte d'opposition affichée, assumée, à l'endroit d'un régime qui ne cessait de s'attaquer aux libertés de la presse et qui avait très peu de considération à l'endroit des journalistes, même si, par ailleurs, on a construit une très jolie maison de la presse. Donc, organisation de la société civile. Deuxièmement, on a vu que le recours éventuel le recours possible du président de la République au cours des chefs religieux avait été coupé, que les gens étaient à l'ultime, et ça je crois que Céline Fabien le raconte très bien, comment à Touba et dans d'autres cours religieuses, ce qui deviendra plus tard le M23 avait déjà pris contact avec les chefs religieux pour leur expliquer la situation de la façon la plus claire et la plus convaincante possible, au point qu'un des chefs religieux aurait même envoyé quelqu'un auprès de Wade pour lui demander de renoncer à cette loi. Donc, ça n'a pas été une sorte de spontanéité magique. Il y a eu de l'organisation, regardez même, il y a eu un pôle de médecins comme ceux dont vous avez parlé tout à l'heure, et tout donc avait été fait pour que le jour dit, ou si cela devait se produire, il y ait une résistance citoyenne. J'ai parlé des chefs religieux, donc je crois que c'est Samad qui emploie cette expression. Il parle des silences responsables des chefs religieux. Et à côté de ces silences responsables, un autre a parlé de la neutralité positive. On sait ce que ça veut dire. Quand vous êtes pour quelqu'un sans pouvoir le dire très très clairement, vous affichez une neutralité, mais une neutralité bienveillante au profit de celui que vous soutenez. Et en l'occurrence, manifestement, le président n'avait pas le soutien des chefs religieux. À lire le livre, on se rend compte également que d'autres secteurs très souvent stigmatisés de la population avaient en leur sein des éléments qui matraquaient le peuple, mais en se matraquant soi-même. Parce que la dame dont vous avez cité tout à l'heure, Diouf, elle raconte bien comment elle a surpris du regard un gendarme qui attisait le feu. Il y avait un pneu qui brûlait, qui était en train de s'éteindre, et le gendarme le fait de façon assez ostensible pour qu'on sache de quel côté il est. Et dans le texte également, je crois, de Jean-Charles, il y a ces aveux de policiers qui disent, écoutez, c'est pas de gaieté de cœur qu'on obéit parce qu'on sait qu'on partage un certain nombre de valeurs. Et moi, je trouve
que cet homme pouvoir qui était devenu assez poreux, qui était en train peut-être de s'effriter de l'intérieur, qu'il n'avait pas pu alimenter de ses bonnes raisons, en fait ce qui est même la frange la plus facile à rendre possible, c'est-à-dire les forces de répression, n'est-ce pas? Einstein disait, mais non seulement des forces de répression, mais des militaires, de tous ceux qui sont pour l'utilisation de la force, qui en font leur métier, qu'ils n'ont peut-être pas besoin de cerveau, que la moelle pépinière leur suffirait. Et cela est particulièrement valable lorsqu'il s'agit de ce genre de force qui frappe, parce que, comme c'est bien le montrer dans ce film, c'est leur vocation. Donc, un pouvoir fragilisé, des forces de leur pour moduler, et puis le professeur Hiro Fall le montre très bien dans cette magnifique présentation de l'ouvrage, comment un contexte mondial, un contexte national et sous-régional militait assez peu en faveur de Wade et de sa volonté de rester au pouvoir. D'ailleurs, c'est une très bonne introduction pour la troisième partie, qui est la partie des politiques, qui, après l'action, se pose la vieille question de Lénine. Que faire? Et le que faire, je sais que Ibrahim Mosseli a répondu avec beaucoup d'enthousiasme. Également, mon ami Doutsar, et Yoro l'a relevé dans sa présentation, cette opposition entre étape et rupture, comment interpréter le 23 juin. Quand j'ai vu ça, ça m'a un peu amusé, parce que sachant de quelle école de pensée marxiste viennent l'un et l'autre, sachant que les uns ont reproché aux autres une pensée étapiste, je vois d'où vous c'est ça. Mais c'est également une sorte de richesse dans le débat, c'est-à-dire que chacun a puisé dans son fond culturel, historique, dans son parcours, pour apporter un éclairage à quelque chose qui, du fait de son unicité, de son caractère inédit, se pose encore presque comme une sorte d'énigme. Nous l'avons fait une fois, pourrions-nous le faire encore une deuxième fois? Trouverons-nous en nous-mêmes les ressources, les motivations, la force, et surtout cette manière de se désorbiter un peu de notre sénégalité? Dans ce genre de situation, je me dis, bon, on est à la limite de la subversion. Si on se fait prendre, qu'est-ce qui va se passer? Les suites judiciaires, la répression physique, tout cela, ce jour-là, on l'a surmonté, on l'a transcendé, n'est-ce pas? Et il me semble qu'il y avait ces fameuses conditions objectives qui rendaient possible ce jour du 23 juin 2011, ce qui s'est passé, et qui peut-être n'aurait pas pu se passer 2 jours après ou 3 jours après. Et la troisième partie, je vais faire vite, la troisième partie, c'est évidemment, après une journée si longue, journée, où c'est à la limite de l'anecdote, ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu. C'est une perspective historique, c'est les faits. On a dit Hegel dirait les resgestés, n'est-ce pas? Ce sont les faits historiques. Et la troisième partie, c'est la réflexion qui a pour objet les faits historiques. Et c'est en cela que ça a été réservé aux politiques qui ouvrent des perspectives, puisque la deuxième partie, comme Yoro le dit dans sa présentation, c'est comment cela a été possible. Et comme par hasard, il y a autre coïncidence symptomatique, disons, Yoro dit que ça a duré 9 mois, le temps de gestation de l'être humain. C'est ce temps-là également qui a mis au monde le M23. Donc, Badiaï tire des conclusions assez, comment dire ça, assez ramassées en 4 leçons de choses. Leçons de choses dans le sens sûrement ancien de l'expression, où il y avait une rubrique dans la semaine qui s'appelait « Leçons de choses ». Telle chose existe, comment la disséquer, comment en comprendre le fonctionnement, comment en comprendre la fabrication. Leçons de choses.
Et l'une des principales leçons, c'est que le peuple a appris à s'approprier ses droits. Jusqu'ici, plus ou moins, on nous les léguait, on nous les cédait. Vous avez des droits. Ah bon, c'est quoi? On nous les énumère. Cette fois-ci, c'est les gens, les bénéficiaires, les propriétaires du droit qui ont dit voici nos droits, nous ne laisserons plus un conseil constitutionnel légiférer de façon fantaisiste en notre nom, nous ne laisserons plus des députés faire une constitution ou la défaire à leur gré. Et je crois que cette émergence d'une conscience citoyenne est l'une des choses à la fois neuve de par son apparition et également novatrice de par les implications que cela va avoir sur l'ensemble du processus. Et cela a été précédé d'un ensemble de ruptures. Je crois que c'est Ibrahima qui énumère un certain nombre de ruptures. Rupture par rapport à l'organisation, rupture par rapport aux objectifs, rupture par rapport au type de leadership, etc. C'est également un type de rapport avec les populations qui a été organisé d'une certaine manière par la communication d'un type nouveau. Aziz, on n'a pas parlé de la communication d'un type nouveau, mais manifestement, comment il l'appelle encore, c'est une communication une communication d'intérêt général. D'intérêt général ou quelque chose comme ça. Mais l'idée, c'est qu'on a une approche nouvelle de la communication qui est proactive, qui informe les populations, qui est réactive parce que ça tombe sur tous ceux qui, notamment journalistes d'un quotidien, qui avaient apparemment une attitude hostile, etc. Tout a été mis en place pour que les choses réussissent et ces choses-là ont réussi. Maintenant, est-ce que, comme le dit Ibrahima, c'est une étape vers autre chose? Et j'ai vu que Ibrahima est même allé à l'encontre d'un certain nombre de principes fondateurs du parti de classe. Puisque même la verticalité de l'autorité a été remise en cause au profit peut-être d'un type de concertation avant l'action. On n'est plus dans le type de parti léniniste où les consciences les plus éclairées guident le peuple, mais il y a presque de façon horizontale concertation entre les gens dont les perspectives ne sont pas nécessairement les mêmes, dont les vues ne se recoupent pas nécessairement, mais qui se concertent, qui se respectent et qui agissent pour ce qu'ils pensent être le mieux des populations. Et c'est en cela qu'il me semble que le M23 a été tout à la fois cette étape dans l'évolution d'une série de figures de lutte. Ça a été donc effectivement une étape nouvelle. On est sorti de l'ère de quelque chose pour nous engager dans une autre forme de lutte. Et c'est également une rupture aussi, nécessairement d'ailleurs, parce que précisément on laisse derrière nous une façon d'accepter et une façon d'obéir. Maintenant, le problème c'est, au Sénégal, très souvent, quand un outil a servi à régler un problème, après, l'outil ne sert plus. Les dirigeants du M23 ont essayé de se projeter dans le futur en discutant d'une vision pour le M23, de mission pour le M23, bref, de faire en sorte que le M23 ne soit pas abandonné dans le champ de bataille une fois la victoire remportée. Bien entendu que cette victoire, d'ailleurs, elle-même est une victoire qu'il faut remporter chaque jour. Il faut donc que l'outil soit fonctionnel et que les gens mobilisés qui ont ce jour-là fait irruption à l'Assemblée nationale, créant objectivement les conditions d'une sorte de vote sur place, c'était presque un référendum. Et ce référendum-là, tout le monde est allé, en tout cas beaucoup de gens sont allés pour manifester de quel côté ils penchaient. Et manifestement, le côté pour lequel ils penchaient n'était pas celui qui indiquait la direction où nos députés allaient probablement se diriger. Voilà donc, j'avais promis de faire vite.
il me semble que ce qui est important dans le livre, c'est le rappel du vécu par des gens qui ce jour-là ont pris le risque de s'investir et ont eu le courage et aussi la forme physique. Quand Jean-Charles raconte Amadan Sokho qui veut tout marcher alors que bon, il n'était pas physiquement en forme, n'est-ce pas? On se rend compte que très souvent, j'ai entendu ça une fois, c'était Majmoud Diop qui défiait Abdou Diouf dans des termes extrêmement virulents. Il était déjà assez avancé en âge. Et à côté de moi, il y a un monsieur qui s'extasiait, il me disait « Fit Doumaguette ». Et je pense que c'est un peu cela qui s'est passé. Ce sont ces gens-là, et les plus jeunes, et les femmes. Il y a des photos où on est ému de voir ces femmes touche pas à ma constitution, et qui montrent que le peuple s'était ce jour-là réapproprié. Ça a l'air d'un énoncé assez naïf quand on dit le peuple s'est réapproprié. Mais en fait, ce sont nos archétypes, nos rêves, nos pensées, jusque dans les plus naïfs que l'on a vu ce jour-là en acte. Maintenant, la perspective, c'est que faire du M23. Le M23 a une idée de ce à quoi il peut encore servir, mais ce n'est pas tous les jours qu'on a des événements de l'ampleur et de la gravité de ce qui s'est passé le 23 juin 2011. Il faut donc que la veille citoyenne, c'est également l'une des missions que s'assigne le M23, continue et que nous nous reconnaissions dans ce qu'Al Ultime a caractérisé dans sa préface comme un héros collectif. Il n'y avait pas un seul jeune homme dans le film. Le jeune homme du film, c'était le M23 lui-même. Et il faut dire chapeau, ça n'est bien tiré. Voilà les quelques considérations. Merci, Mamles. L'ouvrage a été bien présenté par nos invités journalistes, comme disait Yoro, qui sont les historiens du présent. Et évidemment, nous les remercions de leur sollicitude. Ils sont venus spontanément, dès qu'on les a appelés, ils sont venus. Et donc, évidemment, c'est des combattants du M23, parce que, en fait, le peuple du M23, ils sont nombreux, à la limite innombrables. Donc, tout le monde est membre du M23. Toutes les forces vives, tous les gens sérieux, honnêtes, qui sont soucieux de progrès, sont des membres du M23. Et ils sont parmi les pays membres. Je donne la parole à Yorofa pour les aider. Il y a quelqu'un qui a perdu les clés de sa voiture. Il voudra bien se rapprocher de M. Ndiaye qui est à la porte. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis censé parler au nom des auteurs, mais je ne vais pas m'inclure dedans. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 23 juin, 23 auteurs. On peut aussi dire qu'il y a 23 joueurs dans une sélection nationale par les temps de Coupe du Monde. Et se dire qu'il y a eu un travail d'équipe et le livre a été un travail d'équipe. Mais je crois avoir suffisamment parlé du livre dans l'introduction et même dans un autre article qui va paraître dans la presse. Et je voudrais surtout très rapidement partager avec vous les éléments d'une analyse que je fais à partir du livre sur le M23. Et c'est une analyse qui résulte d'un double exercice. Le premier exercice, c'est
lire et relire. Je crois que j'ai lu des centaines de fois ce livre. Des centaines de fois. Et depuis qu'il est sorti, je l'ai au moins lu 3 fois. Et de manière analytique. Deuxième exercice, distanciation. C'est pourquoi je dis je m'exclus de l'église. Et je regarde, j'essaie de regarder, d'observer le livre et de l'analyser et d'essayer de plaquer sur le livre une certaine grille d'analyse de ces différents événements. C'est pourquoi je l'appelle les conquêtes sociopolitiques de la révolution citoyenne. Il me semble que le livre en rend bien compte. Le M23, on le... C'est une analyse sous l'angle de la sociopolitique, c'est-à-dire les formes d'organisation de la société qui sont relatives ou qui sont orientées ou qui concernent la gestion des affaires publiques. Et au Sénégal, lorsqu'on dit affaires publiques, il s'agit de l'État. Alors, le M23 n'est pas une organisation politique. Et ça va m'aider pour aller assez vite, pour définir ce que j'appelle sociopolitique. Le M23 n'est pas une organisation politique, mais le M23 comprend des partis politiques. L'actuel président de la République est membre du M23. Le président de l'Assemblée nationale est membre du M23. Il y a la société civile, etc. Et il y a des personnalités indépendantes. C'est donc une forme d'organisation où l'on retrouve des hommes politiques, où on retrouve des personnalités indépendantes, mais actives dans la vie politique, et des membres de la société civile, et même d'anciens militants ou des reclus. Les reclus, ce sont ceux qui ont cessé de militer et qui se sont retrouvés dans le M23. C'est ça la dimension sociopolitique. Ce n'est pas politique, mais ça concerne l'organisation de la société orientée vers des questions liées à la gestion des affaires publiques, des affaires de la cité, de l'État, donc du pouvoir politique. Alors, son originalité, on en a parlé. Le M23 est une organisation sociopolitique originale. De la même manière que la révolution citoyenne est une révolution originale. On le voit en Équateur, on le voit au Nicaragua, on le voit un peu partout dans le monde. Et je signale ici que pour discuter de la révolution citoyenne, on peut juste se réfugier derrière l'autorité de Mamadou Dia, qui a été le premier à utiliser le terme en 2004, avant le M23, dans un livre que je cite dans l'introduction du livre. Et il y a une révolution citoyenne qui a un contenu politique très fort, mais qui est l'affaire des citoyens. En marge des organisations politiques, et qui ne vise pas à la prise directe du pouvoir politique par l'ensemble des protagonistes du mouvement du M23. Alors, et c'est une organisation sociopolitique originale, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est rappelé dans l'article de Mamadou Mbodj et Aladien. C'est une tendance qui rassemble dans sa fonctionnalité des tendances centrifuges qui étaient déjà à l'œuvre dans la société sénégalaise. Le dernier exemple étant les assises nationales où, sur le versant politique, Benno Siggil Sénégal première génération, c'est-à-dire avant 2009 jusqu'à la multiplicité des candidatures aux élections présidentielles.
Une deuxième conquête en dehors du M23, qui est une organisation sociopolitique extrêmement originale, compte tenu des circonstances, de son orientation, de sa composition, etc. La deuxième conquête sociopolitique extrêmement importante, que l'on retrouve dans le livre et que l'on voit dans le M23, qui se manifeste aujourd'hui, c'est la stricte délimitation du champ des valeurs citoyennes communes. Il y a des valeurs citoyennes qui sont communes à l'ensemble des protagonistes du M23. Ces valeurs sont la souveraineté populaire. C'est ce que Mamles rappelait tout à l'heure. Les gens ont dit aux députés, nous reprenons notre mandat et nous nous retrouvons place Soweto, c'est pas n'importe où, devant l'Assemblée nationale. Vous n'allez pas voter et nous avons voté non. C'est cette souveraineté populaire qui est l'un des premiers champs de délimitation des valeurs citoyennes communes, dans lesquelles tout le monde se retrouve. Il y a la démocratie. Les gens sont des démocrates. Vous savez, il est difficile d'être démocrate. Extrêmement difficile d'être démocrate. Même des partis qui s'appellent démocrates ou démocratiques ne sont pas démocrates. Et beaucoup de général de Gaulle n'est pas un démocrate. Il veut le pouvoir par un coup d'État militaire, par exemple. Et quand il a quitté le pouvoir, il dit, vous votez le référendum tel que je le veux, ou bien je m'en vais. Ce n'est pas démocrate. Ainsi de suite. On peut citer plusieurs exemples. Or, ici, il s'agit de démocrates. Et ça, c'est vérifiable dans l'organisation du M23. C'est vérifiable dans les textes du M23. Il y a cette foi dans la démocratie. C'est une valeur républicaine, c'est une valeur citoyenne commune. Il y a l'appropriation de la Constitution. Et ça s'est vu, touche pas à ma Constitution. Bon, je le rappelais la dernière fois. On ne dit pas touche pas à ma Constitution, c'est la Bible. Mais touche pas à ma Constitution pour la tripatouiller. Parce que si on touche à la Constitution pour qu'elle soit meilleure, il faut toucher à cette Constitution. Mais si on veut l'invalider, et si on la considère comme un torchon de papier, c'est autre chose. Et il y a cette appropriation de la Constitution par le peuple. Et par les temps qui courent, vu la lenteur des réformes institutionnelles, après le travail de la commission Beau, après le travail remarquable qu'ils ont fait, nous aurons l'occasion de revenir à propos du consensus tout à l'heure, il est très important de noter que dorénavant, le peuple s'est approprié la Constitution. Ce n'est pas l'affaire des hommes politiques qui doivent négocier entre eux ce qu'ils acceptent ou ce qu'ils n'acceptent pas. Il y a une volonté populaire exprimée au sein des assises. Beaucoup plus clairement avec la Commission nationale de réforme des institutions. Et la Constitution, c'est une affaire nationale, c'est une affaire populaire. Cela concerne tout le monde et ça s'est fait depuis le 23. C'est une valeur citoyenne commune. La quatrième, c'est l'État républicain. Alors ça, c'est un élément extrêmement important. Les Sénégalais se sont surtout opposés et se sont surtout levés le 23 juin parce qu'ils soupçonnaient qu'Abdoulaye Wade voulait mettre son fils au pouvoir. Or, ce que l'on oublie souvent, dans le livre, on le rappelle d'ailleurs, mais dans les royautés africaines traditionnelles, en particulier au Sénégal, il n'y avait pas de succession de père en fils. Il n'y en avait pas. Ils étaient élus. Il y avait un collège électoral. Et cet archétype existe dans la société sénégalaise. Nous aurons l'occasion de revenir sur ça. Mais ce qui est sûr, c'est que la nature républicaine de l'État, c'est une valeur citoyenne commune. Moi, dans l'état actuel de l'analyse que j'ai pu faire, voilà ces 4 valeurs républicaines communes que je considère cardinales et qui sont des éléments extrêmement importants dans le champ politique sénégalais actuel et qui sont des conquêtes sociopolitiques. Elles ne sont pas politiques. C'est la société organisée politiquement qui l'a exigé et c'est une conquête de la société organisée. Il y a aussi un phénomène extrêmement important, c'est
la créativité et la participation populaire. On l'a dit plusieurs fois. Les mobilisations du M23, mais c'était des mobilisations massives. Nous nous sommes même parfois trompés dans l'album. Il y a des manifestations du 31 janvier qu'on a mis le 27 janvier, etc. Et il y en a d'autres qui étaient d'autres journées, et puis on a mis le même jour. Tout sera corrigé dans la deuxième réédition. Mais ce qu'il y a, c'est la mobilisation permanente. Et cette mobilisation permanente, elle est due en grande partie aux capacités de mobilisation des partis politiques. Mais souvenez-vous qu'il y a aussi beaucoup de Sénégalais qui n'étaient militants d'aucune organisation, qui se sont retrouvés en masse. Moi, je n'ai jamais retrouvé autant d'anciens amis que durant les manifestations de 2023. J'ai retrouvé tous mes amis d'enfance, du lycée à Saint-Louis, de Thiès, de Paris, du Sénégal, etc. C'était extraordinaire et on a pu vérifier plusieurs fois. Moi, mon carnet d'adresse s'est enrichi 4 ou 5 fois plus qu'avant à cause des mobilisations permanentes et c'était vérifiable chaque jour. C'était cette capacité de mobilisation permanente. Il y a même eu le fétichisme de la place de l'Obélisque. La place de l'Obélisque, on ne peut plus passer devant sans penser au M23, sans penser au Madrid, sans penser au... Et ce n'est pas n'importe quel... On l'appelle place de l'Obélisque, c'est faux. C'est place de la nation que ça s'appelle. Et c'est la nation qui s'est retrouvée perpétuellement à la place de la nation devant l'Obélisque. Il y a aussi ce que l'on a appelé le fameux mur des lamentations. Pendant les manifestations, surtout dans Walfadjri, il y avait des gens qui se disaient, qui n'étaient pas des coordinations du M23, qui disent nous sommes le M23 de Marsassou. Nous voulons de l'électricité, nous voulons de l'eau, etc., etc. Nous sommes le M23 de Wakumuna. Nous voulons ceci, nous... Et je suis sûr que si on faisait la recherche, moi j'inviterais les gens du CESTI à faire la recherche sur le mur des lamentations du M23, mais les reportages et des gens du M23, jeunes et vieux, de tous âges, qui ont manifesté, et surtout dans on le voyait très souvent dans Walf TV, très souvent, c'était le M23 et c'était pas les coordinations du M23. Ensuite, c'est ce que j'appelle les avatars insolites du 23 juin. Il y a eu beaucoup d'avatars dans le sens de la philosophie indienne, des réincarnations du 23 juin, un peu partout. Au kilomètre 50 par exemple, très souvent ils coupaient la route nationale pour manifester, alors qu'on manifestait place de l'Obélisque. Ils manifestaient aussi là-bas. Et ce n'était pas des mots d'ordre du M23. Et ça aussi, c'est des phénomènes que l'on a trouvés extrêmement importants. Il y a aussi l'opinion informée. Mamles le racontait tout à l'heure et Abdelaziz Diop le rapporte. C'était une information, mais destinée à ce que tout le monde partage la même information. Ce qui était disponible dans la coordination du M23, ce qui était disponible au secrétariat du M23, était tout de suite répercuté. Mais il y avait aussi des remontées de tout ce qui se passait à partir des différents quartiers et à partir des différentes régions. Et il y a eu la formation véritable avec des outils et des instruments que sont les médias, toutes les formes de presse, y compris les Facebook et les médias. Et de ce point de vue, les jeunes et Y'en a marre ont joué un rôle extrêmement important pour partager les informations, construire une opinion à partir de ces valeurs républicaines. Il y a aussi l'effervescence participative. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, la parole au peuple, il y a beaucoup de jeunes qui sont intervenus, qui ont expliqué comment ils sont venus à la manifestation. Les difficultés qu'ils ont eues pour trouver le pass du Ndiaga Ndiaye, pour venir participer et, comme par hasard, prendre la parole. Ils ne sont pas venus participer pour vous. Il n'a pas fait tout ce sacrifice pour venir écouter. Il a fait tout ce sacrifice pour parler. Et c'est cela qui est extrêmement important et qui est, de mon point de vue, un élément extrêmement important. Je passe outre les autres aspects comme le congrès du peuple et autres. Ensuite, une conquête sociopolitique extrêmement importante, c'est le pluralisme. C'est le respect de la diversité. On a parlé de la diversité du M23. Et de la complexité. La complexité, c'est
le monde tel qu'il est maintenant. Hein? Il y a, je crois, un journaliste, aussi Albert, qui explique comment, plus aucun gouvernement, dans son dernier livre, comment plus aucun gouvernement n'élabore un programme politique et puis l'applique. Les programmes politiques, les lignes sont définies et tracées par les institutions de droit et de droit. En tout cas pour ce qui concerne nos pays, qui ont fait le choix des institutions de droit. Alors, et le choix de la croissance. La croissance aussi, c'est un choix politique. Alors, et le M23 a su gérer la complexité, la campagne diplomatique, mais aussi les représentations auprès des représentations diplomatiques. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il y a eu un tissu de complexité et de complicité entre le M23 et l'ensemble des organisations diplomatiques, parce que nous ne sommes plus seuls au monde. Il y a aussi dans cette notion de complexité le rôle de la diaspora sénégalaise. Dans le mouvement des va-et-vient, on le sait maintenant, hein, la diaspora sénégalaise contribue beaucoup plus que les fonds publics ou l'aide étrangère à la survie de nos familles. Et ce va-et-vient était, que l'on voit au cours des élections, a été permanent. Vous voyez le rôle que M23 Canada ou M23 New York ont joué, etc. Je passe outre. Hein. Alors, il y a une notion qui me semble, une conquête sociopolitique qui me semble extrêmement importante. C'est, dans le M23, il n'y avait pas de hiérarchie. C'est ce qu'on appelle dans les neurosciences l'hétérarchie. Le M23 est une organisation hétérarchique. On avait le même niveau d'information. Il y avait le même niveau d'information. Mais il y a aussi la culture du débat. Les débats étaient argumentés. Et il y a eu le fameux débat de comment le M23 va agir et se comporter pour le premier tour des élections. C'est un débat qui a duré des heures et des heures, où les positions majoritaires ont changé successivement jusqu'à ce que la décision finale ait été prise. Et c'est cette culture du débat qui est hétérarchique. Il n'y avait pas de hiérarchie. On ne pouvait pas savoir qui est professeur d'université, qui est étudiant, qui est leader de parti politique, qui est militant de base, qui est personnalité inorganisée ou pas. La qualité des débats était la même. L'argumentation était la même. Et c'est cette culture que l'on retrouve un peu dans le livre et qui est une conquête sociopolitique extrêmement importante. Alors, il y a aussi le paradigme du consensus. On a parlé du consensus. Moi, c'est la première fois dans mes lectures que j'ai vu la notion de consensus quantifiée mathématiquement avec la Commission nationale de réforme des institutions. Ils ont dit, quand il y a 75% des gens favorables à une décision, il y a consensus. On retient qu'il y a consensus. Et je crois que c'est un élément extrêmement important du point de vue. La notion de consensus, ça ne veut pas dire unanimité, mais ça veut dire une décision qui a été prise collectivement, discutée collectivement et majoritairement écrasante. Et ça, c'est l'une des données constantes dans les débats au sein du M23. Et c'est une conquête sociopolitique extrêmement importante. Il est vrai qu'à certains moments, ce n'était pas le cas. Comme par exemple avec le comité de crise ou d'autres moments. Mais ça aussi, ça c'est la diversité du M23. Parce qu'il ne faut jamais oublier que dans le M23, il y a des hommes politiques, il y a des organisations politiques, il y a des partis politiques, et ces partis politiques aussi ont leur liberté. Et c'est ça aussi la force sociopolitique du M23, qui est une nouveauté, que l'on peut accepter, que l'on peut ne pas accepter, mais qui est une donnée fondamentale et qui est une donnée porteuse de progrès. Il y a aussi les exigences éthiques, hein. On le sait, hein. Il y a les recommandations du M23, etc.
et la redéfinition du pouvoir d'État. Je veux dire, le pouvoir d'État, on sait ce que les gens attendent du pouvoir d'État. Résoudre les problèmes du Sénégal, résoudre les problèmes de la majorité des Sénégalais. La majorité, on le dit, la majorité de la population sénégalaise, ce sont les jeunes. Les jeunes sont une majorité démographique. Ils sont une majorité sociologique. Ils sont une majorité même idéologique. Ils sont presque même une majorité sociétale. On voit maintenant beaucoup de personnes de troisième âge qui cherchent à s'habiller comme les jeunes. Beaucoup plus serrés, etc., etc. Hommes et femmes, par exemple. Et dans les questions sociétales, les jeunes sont de plus en plus majoritaires, au moins dans les médias. Et on le constate, nu et n'en déplaise au conservatisme ou à non-conservatisme. Alors, il est vrai que, pour conclure, je vais conclure rapidement, si tant est qu'il y a conclusion, parce que c'était très impressionniste. Mais pour Pastiche Koundera, il y a une insoutenable fragilité des conquêtes. Elles sont fragiles. Elles sont fragiles tant qu'on n'en a pas conscience. Elles sont fragiles vis-à-vis des pesanteurs socioculturelles. Si, du point de vue sociopolitique, il y a des conquêtes, du point de vue socioculturel, la vie politique sénégalaise est caractérisée par le clientélisme qui donne naissance à la transhumance. Les pesanteurs socioculturels, c'est ce qui a été dénoncé tout à l'heure par Ousmane Sène. L'indiscipline. L'indiscipline qui est absence de civisme. Mais l'absence de civisme est liée aussi à l'absence de civisme dans le leadership. Il y a des phénomènes et des comportements politiques qui ont été rejetés par les Sénégalais, explicitement. Et ces comportements et ces pratiques politiques, on les retrouve encore aujourd'hui. Et ça, ce sont les pesanteurs socioculturels propres à la culture des hommes politiques eux-mêmes. Et un phénomène dans ces pesanteurs socioculturels propres aux hommes politiques elles-mêmes, il y a le fait que la politique est devenue un métier. Mais la fonction d'être élu n'est pas un travail. Ils ne sont pas élus pour travailler. La politique, les politiciens considèrent la politique comme un métier. Mais une fois qu'on leur donne du travail, ils considèrent que c'est un honneur. Et très souvent, ils considèrent que c'est une manière de prendre certaines libertés avec les valeurs civiques, avec les fonds publics. Alors, il y a aussi l'insoutenable fragilité des conquêtes sociopolitiques, la réversibilité de tout. Tout est réversible. Et il y a, on le constate avec ces élections locales, on a parlé des tendances centrifuges qui ont donné naissance au M23. Il faut parler des tendances centripètes qui se sont faites jour dans les élections locales. C'est-à-dire la difficulté, même à l'échelle d'une commune, d'une collectivité locale, à bâtir des consensus pour avoir 2 ou 3 listes électorales. L'incapacité. Alors qu'ils sont tous des voisins, alors que plus ou moins ils se connaissent tous, il y a cette tendance centripète. Il y a cette tendance à la fragmentation et à l'émiettement. Et pour l'historien, c'est grâce ou à cause de l'émiettement politique que la conquête coloniale a été une promenade de santé pour les troupes coloniales françaises, composées de quelques officiers et de centaines d'autres pays sénégalais. Je vous remercie. Merci, professeur. Je crois que vous avez bien porté la parole des auteurs et votre analyse est
absolument percutante et pertinente. Je ne voudrais pas, je n'avais pas envie de citer de nom, mais on me signale quand même que j'ai oublié de remercier le WAC à l'entame de mon introduction. Et Hussein et son équipe, nous vous remercions de nous avoir accueillis avec beaucoup de sollicitude et beaucoup de professionnalisme. On me signale qu'il y a la présence du père de Mamoudou Diop, qui est là. Je salue sa présence. Le coordinateur des imams de Guédiawaye, également là. Je salue sa présence dans ça. L'écrivain éminent Cheikh Hamidou Kane également est là. Je salue sa présence. Je le remercie. Je salue aussi la présence de Hamidou Dia, qui certainement a joué un rôle parce que nous avons envoyé des souscriptions aux autorités. Et la présidence a souscrit pour 1000 livres. Je crois qu'il a joué un rôle important. Donc nous vous remercions, tous les gens qui sont là, nous autres et tous les autres, nous vous remercions pour ce que vous avez fait, Doussar qui a été également, donc oui, je ne peux pas citer tout le monde, ça va être compliqué pour moi, mais encore une fois, de toutes les manières, sachez que nous sommes très fiers de vous retrouver ici. Nous avions prévu de donner la parole à quelques personnes. Je sais que le REDSES est venu également avec une délégation assez importante. Nous allons leur donner la parole. Nous allons donner la parole à Madei Mbodj de la maison d'édition de la Brousse, les éditions de la Brousse. Nous allons donner la parole à Abdou Aziz Diop de la demande. Nous saluons également, il y a quelqu'un qui est arrivé en campagne électorale avec, parce qu'il aurait pu ne pas venir, c'est vraiment un membre de l'M23, Moyen Ndiaye, il y a Mamadou Lamine Diallo, qui sont des candidats qui sont là. Ils nous ont fait l'honneur d'être là quand même et il faut les saluer. Pour avoir, vers la fin du livre, fait une chronologie du mouvement. Je ne vais pas très longtemps parler de mon compte de mission. Mais je veux simplement rétorquer très rapidement quelque chose à Mamoudou Mbodj, qui, dès l'entame de cette réunion, a considéré qu'il n'y avait toujours pas de rupture au Sénégal. Et c'est là où la citation de Cheikh Anta Diop me paraît intéressante. C'est la chronologie du conflit des forces. J'ai fait une contribution intitulée La communication du M23, dans laquelle il n'y a aucune spéculation de type intellectuel. J'ai simplement restitué les faits tels quels. Et un des faits majeurs du mouvement du 23 juin, c'est d'avoir publié, au tout début du mouvement, une plateforme. À la page 128, 129 et 130 du livre, se trouve consignée in extenso la plateforme du mouvement du 23 juin. La meilleure manière de se comporter en faussaire par rapport au mouvement du 23 juin est d'en faire une appréciation qui ne tienne pas compte des points essentiels de la plateforme du mouvement du 23 juin. Vous me permettez très rapidement de revenir sur les 4 points essentiels en les citant rapidement. À la page 128, 129 et 130, qui invoque, où je reproduis entièrement la plateforme du mouvement du 23. Premier point, respect et sauvegarde de la Constitution et des règles démocratiques. Second point, transparence et régularité des élections. Troisième point, adoption de mesures urgentes de bonne gouvernance. Et enfin, quatrième et dernier point de la plateforme du mouvement du 23 juin, prise en charge sans délai et avec efficacité des urgences sociales, électricité, lutte contre le chômage, j'en ai parlé il y a un instant, santé, éducation, agriculture, vie chère, inondation. Ainsi se présentait la plateforme du mouvement du 23 juin. Il n'est pas concevable, dans le présent et dans le futur, d'invoquer ce mouvement sans référence aux 4 points qui forment la plateforme du mouvement du 23 juin.
Et se comporter en faussaire, c'est considérer qu'il y a rupture ou qu'il n'y en a pas, sans invoquer les points de la plateforme du mouvement du 23 juin. En ce qui me concerne, je n'ai pas le sentiment d'avoir de participer à une gestion qui soit à contre-courant des 4 points de la plateforme du mouvement du 23 juin. En dehors de cette plateforme, il n'y a plus de mouvement. Maintenant, l'idée que quelqu'un se fait de la rupture peut être une idée personnelle de la rupture. À partir de cet instant, il sort de la plateforme du mouvement du 23 juin et peut, dans ce cas-là, indiquer une direction qui n'est pas conforme à celle du mouvement du 23 juin. Évitons donc de nous comporter en faussaire par rapport au mouvement. Et je termine sur un point, sur l'intervention de Yoro, quand il a conclu, en parlant de force centripète, quand il voit le foisonnement des listes à l'occasion des locales. Je veux attirer simplement son attention, parce que ça, ce n'est plus une appréciation des auteurs, mais c'est une appréciation personnelle. J'attire son attention sur le système politique sénégalais tel qu'il se présente sous nos yeux. Je suis foncièrement opposé à toute velléité de suppression de partis politiques. Si un parti politique devait être supprimé, il faut que celle ou celui qui considère qu'il y a beaucoup plus qu'il y a trop de partis commence par supprimer son propre parti. Je l'ai dit au détour d'un débat sur la RTS. Si je devais, moi, en tant que membre aujourd'hui de l'Alliance pour la République, exiger qu'un parti soit supprimé pour que la démocratie sénégalaise respire, je commencerai par proposer la suppression de l'Alliance pour la République. Pourquoi demanderais-je à Diallo de supprimer le Rassemblement national démocratique? Je commencerai par supprimer mon propre parti. Il faut que nous ayons bien conscience de notre système politique. Tous ceux qui parlent de foisonnement de listes, de multiplicité de partis politiques, n'invoquent pas le système politique sénégalais pour dire de quoi il est fait. C'est de cela que je veux parler pour terminer. Le système politique sénégalais peut être résumé en une seule expression. Des unions par les partis, unité, union par les coalitions. Si on n'a pas cette lecture, cette appréciation de sciences politiques du système politique sénégalais, des unions par les partis, union par les coalitions, on ira dans une aventure. J'imagine que le mouvement du 23 juin, dans sa pérennité, ira à contre-courant de cette aventure qui consiste à dire vaut mieux supprimer le parti de Diallo plutôt que de celui de Macky Sall. Si j'avais à supprimer un parti, je commence par supprimer celui dans lequel je milite. Si c'était le seul moyen de faire respirer le système démocratique sénégalais. L'émiettement est consacré par les partis, la régulation est consacrée par les coalitions. Ainsi se présente notre système politique. Il faut en avoir cette lecture-là. Maintenant, la responsabilité des hommes politiques dans tout cela. La responsabilité des hommes politiques... S'il vous plaît, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. La responsabilité des hommes politiques dans tout cela, c'est que ceux qui ont des affinités politiques, morales ou idéologiques refusent de se regrouper. Voilà la cause fondamentale de l'émiettement, régulée par les coalitions. J'ai pris la parole trop longtemps, la salle a réagi, je ne dois plus rien au mouvement du 23 juin, pour une raison très simple, c'est d'avoir théorisé le mouvement, avoir fait la lutte, avoir rédigé l'ouvrage, participé à la rédaction de l'ouvrage pour 15% de son contenu, avoir donné mes droits d'auteur. Je ne dois plus rien au mouvement de 23. Merci. Pour le livre, pour les auteurs, je vous félicite pour ce travail-là. C'est très important pour la mémoire. C'est très important, il fallait le faire. Je remercie aussi, je suis très content en tout cas de voir le père de Mamadou Diop ici. J'aimerais bien qu'il se lève pour qu'on le reconnaisse un peu. Voilà, ça va. Merci, merci. Voilà, moi j'ai une question à poser aux auteurs, bien que je les remercie pour le travail. C'est sur le processus qui a conduit au jour du 23. Bon, ils ont dit, c'est très bien, Wade a commencé à poser des défis, à multiplier les défis, c'est vrai. Et puis,
la résistance commence à s'organiser. Mais, et puis Dieu, ils ont bien dit, c'est bien, moi j'aime bien cette formule, Dieu a commencé à distribuer les rôles. Voilà, parce que quelque part, il y a la main de Dieu dans cette affaire. Mais il y a une chose, une question que je pose. Pourquoi ils n'ont pas signalé de manière forte, invoqué de manière forte, une chose, en tout cas, une chose qui est dans les mémoires, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, hein? Je veux dire... S'il vous plaît, là. Donc, quel a été l'élément déclencheur? Parce que moi, je pense, hein, au niveau des mémoires, il y a une chose, c'est-à-dire, les choses étaient là, comme il a dit, il y avait un cocktail qui se préparait, mais quand même, il faut penser, il y a à toute chose, toute révolution, il y a un moment, quelque chose qui fait éclater, qui fait exploser la chose. Moi, je ne sais pas, moi, je me suis dit, pourquoi donc ce mouvement, moi que j'ai senti, hein, que j'ai analysé, que j'ai vu, c'est-à-dire Y en a marre. C'est-à-dire, un moment, ce que j'ai retenu de l'histoire, c'est qu'il y avait les gens qui s'organisaient par rapport à ça, mais quelque part, il y avait les politiciens aussi qui étaient un peu dans leur rôle, toujours en train de débattre. Et puis, à un moment, les jeunes de Y en a marre, qui sont venus pour dire qu'il y en a marre de ces débats. Maintenant, il faut passer à l'action. Voilà. Donc, pour moi, le mouvement Y en a marre, composé de jeunes, a été l'élément déclencheur. C'est eux qui ont déclenché l'affaire, c'est-à-dire qui ont poussé les gens à aller en action au niveau de l'Assemblée. Et ça, c'était important, parce que s'ils ne l'avaient pas fait, peut-être les gens se seraient restés à débattre, et puis, je ne sais pas, bon, peut-être ça aurait donné d'autres fins. Mais il faut quand même, moi je pense que si on analyse ce jour du 23, il faut qu'il y en a marre, qu'on comprenne le rôle majeur qu'ils ont joué en prenant le courage à demain de déclencher les choses. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Savoir si le mouvement Y en a marre existe toujours, parce qu'il y en a qui ont rejoint le parti au pouvoir. Moi, je ne me pose pas la question de cette manière-là. Je dis, si mon ami Ibrahim Bassem, le gouvernement du Sénégal estime qu'il a quelque chose à contribuer, quel mal y a-t-il à ce qu'il aille contribuer? À moins que maintenant, M. Ibrahim Bassem ait au départ, un plan caché. Mais ce fait que vraiment, il se fait voir et on estime que lui, il peut redresser une certaine situation, mais c'est tout à son honneur qu'on puisse l'appeler et qu'il y aille. Mais s'il y va, les autres resteront. Maud est là, mon ami là, elle est là, tout ce monde-là est là. Ce n'est pas parce que ces gens-là sont partis que le mouvement ou l'esprit va disparaître. Parce qu'il ne faudrait quand même pas. Je ne voudrais pas être long parce que je suis votre homme, il ne faut pas que je vous le monopolise. Parce qu'il faudrait alors être très négatif, se dire tous ceux qui partent sont partis parce qu'ils voulaient des macarons ou des marocains, ou alors que le président est tellement vicieux qu'il veut les faire taire. Pour la société sénégalaise, en fait, l'ENDSS est une école nationale qui forme des agents de santé et sanitaire et sociale. Donc, ils ont une part active dans le développement du Sénégal. Mais j'ai entendu tout à l'heure, lorsque je vous disais qu'il n'y a pas de changement, ce sont les mêmes choses qui se reproduisent. Moi, je répète la même chose. Ce sont les mêmes pratiques qui continuent. C'est les mêmes pratiques qui continuent. C'est les mêmes pratiques, il n'y a pas de changement. On dit que il faut qu'on recrute 1000 agents socio-sanitaires. Même si on recrute 1000 agents incompétents, il n'y aura pas de changement dans le secteur de la santé. Et s'il n'y a pas un changement structurel du mode de recrutement, on va recruter 5000 agents, il n'y aura pas de changement. C'est le même problème qui continue. Donc, pour dire juste, c'était pour revenir sur ça, parce que désolé que le conseil spécial du président de la République parle. Voilà, donc c'est pour dire juste que nous sommes des jeunes, on a été formés, comme souvent on reproche à nos amis de REPSES, de ne pas être formés en adéquation avec la formation, avec l'emploi qui existe. Mais nous sommes des professionnels de la santé, nous avons fait un concours national, nous avons été formés pendant 3 ans, et on sort, on nous laisse de côté, on recrute d'autres personnes. Donc ça, si nous ne sommes pas habilités à travailler,
je ne sais pas qui est habité à ça. Donc c'est par rapport à ça. Vraiment, je remercie tout le monde, je remercie M. Diop. Il nous a reçu la fois dernière et vraiment ils nous ont encouragés et je dis que l'ANSS est derrière le mouvement et nous sommes ensemble, je dirais. Et vraiment tout ce que nous pourrons faire pour participer, nous le ferons là. C'est dommage, c'est vrai que Diop soit parti. Parce que moi je reprends la page 122 justement. Respect, sauvegarde de la Constitution et des règles démocratiques. Hein? Vous parlez d'Ablaye Wade, etc. C'est vrai, on a des partis, c'est vrai, on peut peut-être ne plus parler de ça. On regarde, franchement, on regarde des élections, nomination de ministre de l'Intérieur et nomination de la Justice, neutre et distant. Ouais, ça n'est pas du tout. C'est dommage, quoi, qu'il soit cassé. Adopter les mesures urgentes de gouvernance, respect de nos républicaines, séparation entre les affaires publiques et les affaires familiales. Il n'y en a pas? Répondez. Pillage de ressources, transfert massif, etc. Voilà. De tous les... Et puis il y a une autre chose qui est intéressante. Dans le sous-point 3, je crois, du troisième point, accès équitable de tous les segments de la société aux médias et aux services publics. Vous imaginez que je suis secrétaire général du SAES, moi, depuis 4 ans, exactement. J'ai duré le 23, justement, précisément en juin, pour un second mandat. Et pendant 4 ans, aucun ne m'a jamais vu à la RTS. Pourquoi j'ai saisi 2 fois le CNR qui n'a même pas daigné répondre. Parce que j'ai même traité la RTS de Pravda à l'époque. Voilà, pour dire. Donc ce qu'on dit est parfaitement vrai. Il n'y a pas encore l'ombre de rupture. Voilà. 4e point, prise en charge sans délai, blablabla. Bon, santé, éducation. Moi je fais l'éducation où je suis. Qu'est-ce qui a changé l'éducation? Rien. Alors, donc le combat continue, camarade. Absolument. Je suis très content de mon collègue qui est passé avant, pour rappeler quand même que finalement, j'allais dire que le 23 juin pratiquement n'est qu'une conséquence du 22 juin. Et que donc aujourd'hui, bon, je me demande qu'est-ce que vous faites là, assis ici, en réalité. Parce que le vrai mouvement, c'est le M22, que peut-être que nous allons mettre en place, peut-être pour montrer que, en réalité, le déclenchement, non, je suis sérieux, le déclenchement c'est le 22. C'est pas le 23, c'est le 22. Et d'ailleurs, les acteurs, les vrais acteurs, avec qui ont déclenché ça, étaient à la police le 23 et non pas sur le terrain. Bon, moi, on m'a libéré à cause du fait que j'étais secrétaire général. Ça, simplement, à minuit et quart. Ils n'osaient pas me garder. Chacun disait qu'en réalité, donc on avait déjà décidé d'arrêter tous les cours dans toutes les universités, c'était déjà tard. Donc on ne pouvait plus changer le mot d'ordre. Et donc les étudiants sont partis donc là-bas. Donc pour insister sur le fait que c'est vraiment le 22 que les choses sont parties. Donc le 23 juin, le mouvement de M23 finalement n'a pas beaucoup d'intérêt, à mon sens. Ensuite, deuxième chose, c'est que, surtout pour être plus sérieux, où est le peuple dans cette affaire? On voit qu'il existe des personnes connues seulement. Ici, dans ce livre. Où sont les autres? Il n'y a que des personnes connues. Et tout à l'heure, d'ailleurs, vous avez fait la même chose. Vous avez cité des gens qui étaient là. Comme si c'était plus important que les autres qui sont morts, qui sont blessés, etc. Et je trouve que ça, c'est une façon un peu bureaucratique de faire. Moi, j'aimerais bien écouter cette dame-là. Vous n'avez plus fait des interviews pour ces personnes. Je me souviens de cette dame, je l'ai en mémoire, qui partait avec son col, qui traînait, et le policier qui le menaçait comme ça. Les photos sont encore dans le bouquin, etc. On les oublie. Et j'ai parlé de cette dame aussi tout à l'heure qui avait dit, vous citez tout le monde sans les femmes. Ça veut dire nous les mâles. Les enseignants du moyen secondaire de Puissance. Je me rappelle quand on se réunissait à la radio sous l'arbre à Paris. C'est pourquoi quand j'entends certains propos, je suis triste. Je suis vraiment choqué. Je suis triste. En ce moment, les gens se bousculaient au présidium. Les gens se bousculaient pour occuper des places. Mais ils n'ont pas compris que la marche d'un peuple, on ne peut pas l'arrêter. On peut avoir des ambitions crypto-personnelles. On peut accepter de changer de camp. On peut accepter d'aller ailleurs. Mais laisser le peuple continuer sa marche. Et le peuple va continuer sa marche. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la Révolution française de 1789
On a parlé de Danton, Marat, Robespierre, mais on a oublié, et beaucoup d'études ont porté sur les mouvements sociaux, les sans-culottes, qui ont porté la révolution. Cette révolution est celle d'un peuple. Je crois que le 23 juin est une date symbolique. Elle marque la fin d'un processus. D'un peuple qui a dit non à l'arbitraire, à la dictature. Un peuple qui a repris sa souveraineté. Un peuple qui, je me rappelle ce vieux qui m'a raconté, il m'a dit donc, ba dégol di ñëw fii la ma fekk 62 ba ñuy arrêté ba Mauritanie fii la ma fekk tey jii ma nekk fii je ne vois plus mais j'entends. Je lui dis mais lu tax nga ñëw mi ne je marche pour les générations futures. Il m'a dit accompagne-moi pays principal ma yóbbu ko ba principal mais ma tàllal la say loxo ma ñaanal la fii ñaari mbir a fi am tey ma ne ko waaw ñu def lu réew mi bëgg wala ñoo ñu jóg te yaakaar naa ni lu réew mi bëgg la ñu def. En tant que syndicat, le combat que nous avons mené le plus simple s'inscrit dans le cadre de la sauvegarde de la Constitution. Parce que le droit syndical est un principe constitutionnel qui est consacré par la Constitution du Sénégal. Et je vous rappelle qu'en Europe, en France notamment, le droit syndical était toléré. Et en ce moment, nous avons dit, si nous laissons le président tripatouiller la Constitution, on risque de perdre ce droit syndical. Et le combat, nous l'avons mené d'abord en tant que citoyen, mais en tant que syndicaliste. Mais ce qui est important également, je vais terminer par là, l'Afrique, certes, j'ai en face de moi mon professeur d'histoire, je suis très fier, M. Yorofa, est une civilisation de l'oralité. Mais l'Afrique, quand même, connaissait des cultures, avec les cultures guerres, Bamoun, les hiéroglyphes, en Égypte pharaonique. C'est pourquoi il est important de produire un document. Ce document est important à plus d'un titre. Parce que ce document va montrer aux générations futures qu'à un moment donné de l'histoire, des hommes, des femmes, des jeunes, ayant pris conscience de l'enjeu, de l'importance de la Constitution de notre cher Sénégal, se sont mobilisés, ont mis leur vie en danger, ont accepté de mourir pour sauver la patrie. C'est pourquoi ce document est important. Et aujourd'hui, chaque Sénégalais doit l'approprier, acheter ce document. Pas l'acheter pour enrichir, mais il doit l'acheter, c'est un devoir civique. Et je voudrais dire également que ce livre n'est que le début d'un processus. Comme il l'a dit, les conquêtes sociales, nous avons l'habitude de le dire dans le cadre du QCM, sont de courte durée. Les peuples doivent être vigilants. Nous devons être d'éternels sentinelles. Le M23 vient de naître. C'est aujourd'hui que commence le combat. Parce qu'il y a des gens qui n'ont plus d'intérêt. Je crois que ce livre fera mal. Ce livre, il y a des gens qui ne veulent pas de la publication de ce livre. Donc il faut en faire une large diffusion. En tout cas, le peuple est debout et restera debout. Nous, en tant que syndicalistes, nous avons compris que les décisions macroéconomiques ont des incidences sur les politiques sectorielles. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut être regardant. Ne laissons plus les politiciens faire de notre pays un jeu. Je voudrais dire encore merci aux rédacteurs. Merci au comité de rédaction. Je voudrais aujourd'hui, devant cette auguste assemblée, rendre hommage à un nom. C'est le camarade M. Boumoudoumbo. Il a été secrétaire général du QCM. Nous avons grandi sous son aile. Nous avons beaucoup appris. Je l'ai approché. Cet homme, je l'ai suivi dans la maison de Alarado avec Alundi, avec Galoto, avec ceux qui étaient là qui parlaient, avec Madame Docteur. Tous ces gens souffrirent les stress. Un jour, Alundi m'a dit, sous là, vous avez du pain sur la planche. Ah, on a du pain sur la planche. Mais je crois qu'on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Je vous remercie. J'aimerais débuter mes propos publics. Celui qui était là tout à l'heure, le ministre, j'ai été choquée qu'il nous traite de faussaires. Oui. Et monsieur le coordonnateur, j'aurais aimé que vous puissiez l'arrêter. Parce que Fifosiéria, je pense que c'est lui qui était le coordonnateur, qui est le chef de la communication et qui à un moment donné en train de traduire la signification de la rupture. Donc, Mbouch, raison pour laquelle ce n'était pas le temps, mais c'est les propos qu'il a eu à tenir.
Parce que c'est une tribune politique. Hein. Non. Tout ce que les gens ont écrit, c'est une réalité, il n'y a pas encore de rupture. Il faut oser le dire. Et si moi, pourquoi il n'y a pas encore de rupture? Aujourd'hui, nous avons vu des gens brûler une maison. Nous avons vu des gens qui ont été libérés et j'attends aujourd'hui que le M23 puisse réagir si tous les citoyens étaient bons. C'est ça le rôle du M23. C'est ce que la jeunesse attend de ce M23. Raison pour laquelle aujourd'hui j'ai été très émue en voyant des personnalités venir, parce que c'est des exemples pour nous. Hein. Quand je vois Cheikh Tidiane Dièye, quand je vois Maître Mame Adama, quand je vois d'autres qui nous mettent ñi fi woon bi ñu leen proposé ay postes demuñu et que aujourd'hui ñu xaar ci ñoom dañ ko war a def. Si may terminer mooy c'est pour dire que moi je pense que livre bi tome 1 la de. Parce que lii dem na gën a métti tome 1 la nañ ko wax. Et monsieur le coordonnateur pour dire que 10 000 francs pour un livre c'est assez cher pour les jeunes. Il faut trouver un moyen. Pour que les étudiants et les jeunes nous mènent pour appuyer. Parce que tout le temps ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas ce dialogue intergénérationnel. Ce que les gens ont fait en mai 68, amuñu bëri ñu ko wax dañuy dégg rek suñu papa yeeg suñu maam yi di ko wax mais lu ci bëri amuñu fi ñu sukkandikoo bu wax ko te le 23 juin li nga xam ne ñoo ko du ñun ñoo ko moom. Donc 10 000 francs le livre, monsieur, je pense que 2 000, 3 000. C'est un appel que je lance parce que je pense qu'on a droit à l'information et on a le droit de savoir les Et pour terminer, qui m'a terminé, moi pour voir aujourd'hui, l'Union Dund, c'est la violence électorale. Aujourd'hui, l'Union Dund, il y a beaucoup plus de promesses. Il y a des promesses que les gens nous ont faites et qui ne sont pas encore tenues. Aujourd'hui, l'Union Dund moins le religieux, et quand j'ai donné l'exemple des 19 personnes qui ont été arrêtées et libérées, on dit là, il faut libérer Malal. Hein? Il faut libérer Malal, comme le dit Ousmane Diaye. Mais comme on dit, la République avant tout, les croyances, elles sont privées. Et le Sénégal avant tout. Et j'attends que le M23 prenne ses responsabilités. Lors de l'Assemblée générale, nous avions parlé de la liste non paritaire. Nous avons affaire au Tigéni, affaire au Tigéni, affaire aux sociétés bilan. Mais si nous devons dire les choses, les gens nous serons minoritaires. Où nous serons attaqués, c'est le rôle du M23 de prendre une position. Et je pense que aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle j'ai pris la parole pour dire que nous les principes fondamentaux. C'est-à-dire que nous en 68 avant nous le 23 juin, nous avons envers et contre. Je vous remercie. Et pour terminer, faire un hommage à tous ceux qui sont là. En tant que jeunes, dans tout le temps que nous prenons toujours des exemples. Je donne l'exemple de M. Mbodj. am na benn jour may wax ak sama yaay ma ne ko man de xam naa ne bu ma gagné woon loterie am 10 millions yéene naa ko dégg Mbodj mu ne ma lu tax ma ne ko parce qu'il a une gestion transparente. Des fois dañ koy wax sax ne ko monsieur le coordonnateur bon waxuma radande waaye xaalis bi doo ko ñeme génne mu ne ñu indi leen preuve yi. Je donne l'exemple d'autres, Jean-Cheikh Tidiane Dièye, Maître Mame Adama bi nga xam ni bi ñu arrêté les jeunes de Colobane et d'autres, ils sont venus, ils les ont défendus, là du honoraire. Je donne l'exemple de tonton Jean-Charles Tall. La première fois, énervé, c'était parce qu'on lui a porté des accusations qui étaient fausses. Je donne l'exemple de beaucoup d'entre nous qui ont fait le M23. Et que vous êtes des exemples pour nous. Des exemples pour nous, c'est de dire que la lutte n'est pas encore terminée. C'est de dire que le M23 a encore besoin de vous et nous avons besoin que nous ayons parce que fini de nous créer. Merci de votre attention. Merci beaucoup. C'est ça aussi le M23. C'est ça le M23. Je ne sais pas si le professeur a quelques mots à dire. Sinon, on va passer à la cérémonie de dédicace pour dire simplement que les propos du ministre conseiller ne m'ébranlent pas parce que je sais que tout le monde a relevé tout de suite que c'était un peu gros de parler en ces termes. D'autant plus que la plateforme dont il parle
C'est une plateforme conçue le 22 juin et qu'après, il y a eu une vision des missions qui ont été adoptées en assemblée générale. Et le M23 fonctionne maintenant en fonction de cette vision et de ces missions-là. Mission d'alerte, de veille, et je crois que c'est seulement dans ce sens-là qu'il faut aller. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucune rupture. Nous avons dit qu'il n'y avait pas assez de rupture. Que les attentes sont grandes, et ça on le répète et on le répétera. Parce que les attentes sont grandes et les ruptures attendues n'arrivent pas comme nous le voulons. À partir de ce moment-là, notre rôle c'est de le dire, de veiller à ce que les ruptures soient faites. Et nous nous battrons pour ça, au besoin, nous le dénoncerons s'il est au besoin, et donc voilà notre rôle. Nous n'avons pas d'autres rôles, d'autres missions. C'est ça essentiellement. Nous allons demander évidemment à la table Rokhaya Gassama, apparemment elle est partie. Rokhaya Gassama à la table, Doudou Sarr, et donc qui vont procéder aux dédicaces pour ceux qui en ont besoin. Monsieur Ousmane Sène veut faire une annonce. C'est pour vous inviter à un autre événement dans la même semaine. Le jeudi 26 juin à 16h précises, actualité oblige, le professeur Ibader Thiam va présenter son ouvrage sur Histoire des communes et le rôle dans la construction de la démocratie sénégalaise et dans l'émergence d'un leadership indigène. Ce sera en présence de Maître El Hadji Youm, ministre des collectivités locales, et de M. Khalifa Sall, maire de la ville de Dakar. Si vous avez laissé votre adresse email, on va vous envoyer l'information. Merci tout le monde.